Tu t'épuises avec des séances de musculation classiques pour devenir plus solide en défense, et ben peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait que tu vois la manière d'approcher ta préparation physique pour devenir plus solide en défense d'une autre manière. Si tu fais uniquement des exos de force, j'entends par là par exemple développé couché, squat, etc. C'est bien, mais il faudrait peut-être aller voir un petit peu plus loin parce que c'est loin d'être que ça. C'est loin d'être seulement un petit peu de muscle, etc. Il va falloir aller beaucoup plus loin dans la réflexion et aller chercher autre chose, des choses que tu négliges très certainement, comme par exemple le travail de la chaîne postérieure, le travail isométrique, la stabilité, la mobilité, etc., qui sont des choses qui vont être super importantes si tu veux pouvoir vraiment devenir un défenseur solide en défense. Donc dans cette vidéo, on va aborder plusieurs points qui seront donc les muscles négligés par la plupart des handballeurs, la force isométrique, l'entraînement proprioceptif, l'explosivité et l'endurance de force. Tous ces points-là vont nous permettre de faire un tour d'ensemble sur tout ce que tu ne fais peut-être pas aujourd'hui ou peut-être que tu ne fais pas une, deux, trois, quatre choses parmi ces 5 choses qu'on va aborder et que tu pourras rajouter dans ton programme d'entraînement. L'objectif, c'est vraiment qu'à la fin de cette vidéo, tu saches quoi faire en plus pour pouvoir devenir bien meilleur en défense. Et on va commencer directement avec donc en premier les muscles négligés. Qu'est-ce que j'entends par les muscles négligés? C'est qu'aujourd'hui, tu penses peut-être que pour être meilleur en défense, il faut principalement travailler au niveau de l'avant des cuisses, donc quadriceps, peut-être les pecs pour repousser, etc. Mais pour moi, on oublie beaucoup trop les muscles de la chaîne postérieure. Ça va donc être tous les muscles à l'arrière de ton corps, entre guillemets, c'est ce que veut dire chaîne postérieure. Et donc, on va retrouver tout ce qui va être le dos, les ischio-jambiers, les mollets, même au niveau des érecteurs du rachis. Donc là, ça va être tous les muscles autour de la colonne vertébrale. Et tous ces muscles-là vont être super importants pour plusieurs choses, pour par exemple absorber des forces ou encore être plus ancrés au sol. Et très souvent, ces muscles-là sont oubliés et donc ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus fragiles et en plus, ça t'empêche du coup de faire ce que je te disais juste avant, de pouvoir absorber des forces. Là, ça veut dire que quand le mec il va venir en contact avec toi, tu vas être capable de ne pas tout encaisser d'un coup et en gros, si tu encaissais tout d'un coup, ce qui peut arriver très rapidement, c'est soit que tu te fais écraser, du coup le mec te passe facilement parce que tu n'es pas capable de rester en fait solide et d'absorber ce qui va venir, le contact qui va venir mettre contre toi. Donc il passe facilement, toi tu réussis pas à défendre correctement et forcément, voilà, tu as du mal à à être dominant au niveau des contacts pendant le match. Et le deuxième, ça va être l'ancrage au sol. Encore une fois, ça va pas revenir au même, mais la conséquence va être la même. C'est que si tu n'es pas capable d'être ancré au sol, tu vas toujours être en retard, tu vas toujours te faire dépasser, tu vas toujours te faire bousculer. C'est-à-dire que jamais tu arriveras à l'attraper. Peut-être que tu l'attraperas, mais il sera capable de passer. Et ce qui va se passer, c'est que si tu l'attrapes et que lui, il est capable de passer, mais que tu continues à l'accrocher, tu risques de te prendre 2 minutes. Voilà, toutes ces choses-là qui font qu'encore une fois, tu vas louper ta défense. Et si tu ne travailles pas ta chaîne post, tu seras aussi plus fragile et plus exposé du coup aux blessures. Forcément, si tu n'es pas capable d'être solide sur ces points-là, au niveau de la colonne, tu risques d'avoir des petites problématiques au niveau du dos. Sur les ischios, pareil, si tu n'es pas costaud de la chaîne post, au niveau ischio, à chaque déplacement, tu peux vite fait te faire une petite blessure aux ischios, tu vois, petit claquage, etc. Donc, ça va vraiment te permettre de te rendre plus solide et d'améliorer bien plus ta défense pour être beaucoup plus solide à chaque contact. Donc, on va venir travailler principalement tout ce qui va être les muscles au niveau du dos, tout ce qui va être surtout la colonne. Pour moi, c'est super important de développer une colonne solide. Généralement, ça passe par des exos de gainage. Je mets entre guillemets gainage. Pourquoi ? Parce que c'est pas faire une planche, etc. comme on l'entend. Ça va être vraiment travailler son corps dans toutes les directions. Donc ça va être inclinaison, rotation, extension, flexion, etc. Et être capable, voilà, dans ces positions-là, d'être le plus solide possible pour pouvoir absorber tous les chocs qui vont venir. C'est-à-dire que le mec qui vient vers toi, ta colonne, elle ne doit pas bouger dans tous les sens. Tu ne dois pas partir dans un sens ou dans l'autre. Tu dois rester solide, droit. Et tout ce qui va être au niveau mollet et ischio, là où ça va être super bien, ça va être pour cet ancrage au sol. Tu vois, quand tu veux venir ancrer tes appuis au sol
pour être solide et pas te faire emporter. En fait, si tu n'es pas capable de contracter ces muscles-là et d'être solide au niveau de ces muscles-là, tu ne peux pas avoir des appuis bien ancrés au sol. Donc, on va vraiment taffer tout ce qui va être ischio, mollet, fessier, surtout aussi fessier très important, muscle très puissant du corps. Donc, il va vraiment falloir que tu te concentres sur tout ça si tu veux pouvoir être plus solide et éviter toutes ces petites blessures un petit peu à la con. Le deuxième point qu'on va venir voir, ça va être la force isométrique. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup trop. Je vois très peu de joueurs en faire. Vous avez tendance à faire tout ce qui va être, comme je disais, du renfort, je pousse des poids, je fais du squat, etc. Mais l'iso, c'est super important. L'iso, c'est quoi? C'est une phase où il n'y a pas de mouvement. Ça peut être donc de l'isométrie overcoming, où tu vas venir repousser un objet qui est immobile, ou de l'isométrie yielding, où là, tu vas venir résister à une charge. Donc, pour te donner un exemple, par exemple, l'isométrie overcoming, ça serait, tu prends ta barre, tu te mets au niveau du rack, tu mets ta barre sous les sécurités, pas sur les sécurités, sous les sécurités, et tu te mets en position squat et tu vas venir repousser contre les sécurités. Ce qui va se passer, c'est que tu vas essayer de bouger le rack, mais le rack, il est ancré au sol, donc tu ne peux pas le bouger. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir mettre une intention de force maximale. En fait, comme tu ne peux pas bouger, tu es à 100% de ton max et forcément, ça recrute toutes tes unités motrices, etc. Donc, ça recrute un maximum de muscles et ça permet de travailler à fond ta force. Et ça représente un petit peu ce que tu vas retrouver dans le match. C'est-à-dire que quand tu attrapes le mec, ce qui se passe, c'est que là, il n'y a plus vraiment de mouvement. Ou l'objectif, c'est qu'il n'y en ait plus. Parce que quand tu l'attrapes, tu ne veux pas te faire emporter dans tous les sens. Donc, l'isométrie overcoming, ça t'apprend à générer un maximum de force d'un coup et de devenir indéformable. Et donc, justement, quand tu vas choper le mec, il ne va plus pouvoir bouger parce que tu seras très fort sur ta phase isométrique sans mouvement. L'isométrie yielding, comme je disais, là, ça va être par exemple, tu te mets en squat et tu tiens ta barre sur le dos et tu tiens cette position. Et donc, la gravité, avec aussi le fait que tu deviennes de plus en plus fatigué, va te faire descendre petit à petit. Mais toi, le but, c'est que tu résistes à ça et que tu puisses être le plus fort possible dans cette position. Par exemple, une chaise, c'est de l'isométrie yielding. Tu tiens une position avec ou sans poids le plus longtemps possible. Et l'avantage de l'iso, il est donc, comme je te l'expliquais pour l'overcoming, surtout de résister et aussi en fonction de comment tu le pratiques, si tu fais des phases très très courtes, par exemple de 2-3 secondes très très intenses, ça te permet de travailler justement aussi le développement de ta force de manière explosive parce que tu vas être capable de mettre beaucoup de force, te relâcher, beaucoup de force, te relâcher, etc. Donc ça peut être encore une fois aussi intéressant quand tu viens de neutraliser un gars parce que c'est assez court. Donc vraiment, tu viens de neutraliser, tu es très fort d'un coup et tu fais en sorte que le mec il puisse plus bouger. L'iso yielding, ça va être un petit peu plus pour travailler tout ce qui va être la résistance, on va dire peut-être un petit peu plus l'endurance musculaire, etc. Ça travaille aussi pas mal tout ce qui va être les tendons, relâchement des tendons, etc. Donc vraiment, ça c'est pas mal intéressant. Peut-être un petit peu moins sur le côté neutralisation, etc. Mais plus sur le côté, tu vois, répéter des contacts tout au long du match. On va dire que ça a plus un petit côté pour moi santé, entre guillemets, et pouvoir répéter tous les contacts que tu vas te prendre au fil du match. Donc, après avoir vu ces deux premiers aspects, tu commences un petit peu à comprendre du coup ce qui rend des défenseurs solides au contact. On va en voir d'autres, mais la vérité, c'est qu'il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire, mais il faut pouvoir le mettre en application dans ta préparation physique. Et d'ailleurs, en accompagnant des dizaines de handballeurs à atteindre leur meilleur niveau, j'ai pu identifier 5 secrets qui leur permettaient de vraiment transformer leur jeu avec la préparation physique. Et si tu veux passer à la vitesse supérieure et devenir ce défenseur que les attaquants redoutent d'affronter, je t'invite à découvrir les 5 secrets pour atteindre ton meilleur niveau au handball. Il te suffit de cliquer sur le premier lien en bio pour y avoir accès. On va revenir maintenant à notre troisième sujet qui est l'entraînement proprioceptif. Alors là, on va être assez bref et rapide. L'entraînement proprioceptif, c'est la capacité à savoir où tu te trouves dans l'espace. Donc, tu as déjà entendu parler de la proprio. Au hand, ce qu'on te fait faire très souvent, c'est qu'on te met sur une jambe, on te dit tu fermes les yeux et tu tiens l'équilibre, etc. Mais la proprio, c'est pas aussi simple que ça, entre guillemets.
C'est pas juste je tiens sur une jambe et c'est bon, je vais améliorer ma proprio. Il faut aller voir ça un petit peu plus loin. Donc comme je disais, l'objectif de la proprio, c'est d'être capable de savoir où se trouve une partie de ton corps, même de manière, on va dire, inconsciente en fait. C'est-à-dire que là, si je ferme les yeux et qu'on me dit tu dois venir toucher ton nez, hop, je dois être capable de venir toucher mon nez directement. En fait, je ne dois pas me louper. Normalement, c'était une bonne proprio, c'est-à-dire que quand tu vois pas ce qui se passe, tu dois être capable de savoir où se trouve ta main, où se trouve ton doigt, et hop, j'amène sur mon nez directement. C'est ça de la vraie proprio. C'est vraiment savoir où se trouve ton corps dans l'espace. Et moi, ce que j'aime bien d'assez facile pour travailler sa proprio, c'est de déjà démarrer par ce qu'on appelle des rotations articulaires contrôlées. Parce qu'en fait, tu vas venir stimuler toute l'articulation. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est une rotation articulaire contrôlée, tu peux le faire sur toutes les articulations. Ça va être donc des rotations où tu viens explorer le maximum d'amplitude dans ton mouvement. Ça peut être fait avec peu d'intensité ou beaucoup d'intensité. Mais ce que je te conseille, c'est de te renseigner sur ça et j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Mais l'idée, c'est vraiment d'explorer toute l'amplitude pour dire à ton cerveau, bah justement, regarde, cette zone existe, je peux aller là, 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 là. Et toi, ça t'apprend à connaître de plus en plus ton corps, comment il peut bouger, etc. Donc, ça permet vraiment de créer des connexions qui vont justement améliorer ta proprio, améliorer ta capacité à savoir où se trouve ton corps dans l'espace. Et petit à petit, tu seras capable justement, en fait, pour faire le lien avec la défense, c'est que si tu ne sais jamais vraiment, toi, comment tu es placé par rapport à ton défenseur, à quelle distance tu es de ton défenseur, comment tu vas venir choper ton défenseur, comment il bouge sa main, tu vois, ça, c'est des choses assez inconscientes. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas venir choper le mec, tu réfléchis pas à comment il est, tu n'as pas le temps, c'est tellement vif. Il faut justement que tu sois capable de te repérer dans l'espace pour être en face de lui, pour être, tu vois, pour pas lui rentrer dedans directement, être un petit peu décalé, lui attraper son bras, etc. Donc, l'avantage de travailler un petit peu sa proprio à l'entraînement, enfin en préparation physique, c'est justement après d'arriver sur le match et d'être capable de faire tous ces petits ajustements qui font vraiment la différence entre un joueur qui ne sait pas trop ce qu'il fait et qui se retrouve face au joueur et qui essaye de l'attraper un peu comme il peut, au joueur qui se place vraiment au bon endroit, avec la bonne orientation au niveau des appuis, tout le temps, tu vois. En fait, le fait d'avoir une bonne proprioception, c'est que sans réfléchir, tu vas toujours être bien placé parce que tu sais comment t'orienter. Alors que si tu n'as pas cette bonne proprio, tu vas être là un petit peu en mode, tu vas même pas te rendre compte de comment tu es placé, tu es un peu n'importe comment, tu es les appuis parallèles, face au joueur, pas en décalé, et forcément, tu te fais manger facilement sur des duels, etc. Donc, ne néglige pas cet entraînement proprioceptif qui est un petit peu dur à comprendre, mais il faut que tu ailles voir plus loin que juste tenir sur une jambe, etc. Ça peut s'appliquer à tout le corps et ça doit s'appliquer à tout le corps. Donc, démarre par des rotations articulaires contrôlées en essayant de vraiment prendre conscience de où je vais, comment je suis à ce moment-là, parce que j'en vois beaucoup faire leurs mouvements de rotation, etc. Mais ils ne réfléchissent pas vraiment à ce qu'ils font et ils n'essayent pas de comprendre ce qu'ils font. Et là, ce n'est pas du travail de proprio. La proprio, il faut vraiment que tu mettes le doigt sur qu'est-ce que je fais, comment je bouge. Donc, essaye de penser à ça. On passe donc maintenant au quatrième point qui est l'explosivité. Cette fois-ci, ça va être plutôt t'expliquer comment réussir à être réactif quand le mec il va venir vers toi et donc de ne pas te sentir toujours dépassé sur les duels, etc. Donc là, pour l'explosivité, il va falloir que tu sois capable de faire des déplacements assez vifs, qui vont être des déplacements latéraux, des fois des déplacements horizontaux. Ça peut même être, on oublie un petit peu parce qu'on pense à tout ce qui va être le contact, etc. Mais ça peut être aussi au contre, être rapide sur ton saut, etc. Donc si tu veux pouvoir être beaucoup plus efficace quand un joueur vient te mettre à duel et pouvoir ensuite le neutraliser, il va falloir avoir des déplacements beaucoup plus vifs. Moi, je sais que personnellement, c'est par exemple quelque chose sur lequel je jouais beaucoup au hand, c'est-à-dire que j'avais tendance à pas mal jouer les passages en force, etc. Et pour jouer les passages en force, il faut arriver à être assez vif pour être au bon moment face au joueur pour que ce soit lui qui te rentre dedans et pas toi qui vienne couper sa course. Donc pour ça, j'aime bien travailler un peu tout ce qui va être les changements de direction. Et comment tu peux travailler tes changements de direction? Tout seul, c'est possible, mais le mieux que je te recommande, c'est par exemple si tu as la possibilité d'avoir quelqu'un avec toi
Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des petits duels. Par exemple, vous vous mettez tous les deux face à des plots. Et l'objectif, ça va être par exemple il y a un joueur qui est le maître du jeu, on va dire, et l'autre qui essaye de suivre ce qu'il fait. Et donc, ce que tu peux faire, c'est que tu mets deux joueurs en face. Vous mettez deux joueurs en face. Vous mettez une porte à droite, une porte à gauche. Et l'objectif, ça va être que le joueur qui mène la danse essaye d'aller passer une porte sans que l'autre lui empêche de passer la porte. Donc, par exemple, tu vas venir à droite. Enfin, du coup, moi, c'est dans le temps, tu vas venir à droite et repartir direct à gauche pour aller prendre la porte, ou tu peux faire plein de feintes, etc. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de trouver des situations, en fait, où vous êtes un petit peu en duel, et l'objectif, c'est qu'il y en ait un qui ne se fasse pas attraper par l'autre, généralement. Donc, il faut penser à des petites situations comme ça, parce que quand tu le fais tout seul, tu peux travailler tes changements de direction, tu vois. Par exemple, je vais penser à un sprint, tu commences tranquillement, tu marches un petit peu d'un coup, tu veux changer de direction, tu vas à droite, à gauche, tu reviens en arrière, etc. Tu peux faire des situations assez basiques comme ça. Mais pour moi, il va manquer le petit côté, comment dire, duel, tu vois. C'est-à-dire qu'en match, tu te retrouves jamais dans une situation où tu es tout seul, tu fais un duel contre rien du tout et tu fais un changement de direction au pif comme ça. Donc, tu as toujours cette... en fait, je sais pas, je trouve pas le mot là, mais c'est voilà, cette incertitude. Tu as l'incertitude du joueur en face de toi. Si tu fais juste tout seul des changements de direction, c'est très bien. Ça te permet d'apprendre à poser ton centre du corps, etc. Parce que quand tu fais ton changement de direction, il ne faut pas que tu te fasses écraser sur ton changement de direction. Il faut que tu aies un corps bien droit, bien gainé, des appuis assez bas pour faire ton changement de direction. Mais une fois que tu maîtrises ça, donc ce que je te conseille, c'est de bosser ça en premier, c'est après de vraiment travailler sur du duel pour être capable, tu vois, d'avoir cet œil de qu'est-ce qu'il va faire, comment j'arrive à anticiper, comment j'arrive à bouger, etc. Et genre, vraiment arriver à comprendre et être réactif sur ce que va faire le joueur et avoir cette analyse au niveau gestuel du joueur. Parce que c'est bien d'être vu sur les appuis, mais si tu n'as pas ce côté voilà, duel, anticipation, etc., ben, ça ne sera pas très utile pour la défense parce que tu auras beau avoir des bons appuis, tu ne seras jamais dans les bons timings. Donc, travaille tes appuis, travaille ta réactivité, des mouvements latéraux, etc., fente latérale, pliométrie latérale, etc. Et petit à petit, inclus du duel dans tout ça avec un autre joueur, ça peut être avec deux autres joueurs, ça peut être 2 contre 2, 3 contre 3, 1 contre 1, il y a plein de possibilités, mais il faut absolument que tu penses à ton explosivité en défense, même si en défense, encore une fois, on s'imagine plus devoir travailler le fait qu'on est costaud, etc. Non, il faut aussi travailler son explosivité. Il n'y a pas que le renforcement musculaire. Le cinquième et dernier point, bon là on repasse un petit peu sur du musculaire, mais ça va être tout ce qui va être endurance de force. Donc ça va être la capacité à tenir tout au long de ton match une bonne endurance au niveau musculaire pour être capable de répéter les neutralisations, etc. Donc pour travailler un petit peu ton endurance musculaire, endurance de force, etc. tout au long du match, on va travailler différentes choses, mais ça peut être par exemple de travailler sous fatigue. Tu arrives à la fin de ta séance, et tu peux te faire un petit travail où tu vas enchaîner un ou deux exercices par exemple sous fatigue. C'est-à-dire que tu as bien été fatigué de toute ta séance. À la fin, moi j'aime bien mettre des exercices peut-être un peu explosifs, entre guillemets, sachant qu'on ne travaillera pas l'explosivité, mais l'objectif, ça sera d'être assez rapide. Par exemple, avec des medicine balls, tu vois, tu viens faire des rotations de medicine ball, etc. Tu es déjà bien fatigué, il faut être capable de mettre un petit peu de fréquence dans ton exercice de medicine ball avec rotation, etc. Ça pourrait être quoi en défense? Ça pourrait être plein de choses, ça pourrait être des squats, etc. Mais l'idée, c'est vraiment, en fait, d'essayer de garder une bonne intensité, une bonne explosivité, même après de la fatigue. Ça peut aussi se travailler au niveau cardio, sur des ergos, etc., des 30-30, des 15-30, toutes ces choses-là qui sont assez spécifiques, entre guillemets, au handball, même si j'aime pas trop le terme, parce que tu le sais, au hand, c'est jamais genre un 15-30 ou un 30-30 ou un 15-15, je sais pas quoi. C'est un peu plus technique que ça. C'est-à-dire que des fois, tu as tendance à faire des petites actions hyper explosives et avoir des grands temps de repos, ou à l'inverse, des fois, des situations un peu plus lentes où tu as très peu de repos. Donc, il n'y a pas de faut absolument faire du 30-30, etc. Mais ça peut être intéressant de travailler sous forme d'intervalle où tu as plus ou moins de récupération, pour justement travailler cette capacité à répéter des efforts et être capable
de maintenir ses efforts tout au long du match. Après, par exemple, si tu faisais un entraînement long, c'est aussi assez intéressant. Enfin, quand je dis entraînement long, c'est en cardio. Si tu fais ce qu'on appelle de la zone 2 ou quoi, ça peut être aussi intéressant pour travailler ta capacité à tenir longtemps, même si c'est un effort assez lent. Parce que tu vas voir, en fait, on va dire que ça permet de déplacer un petit peu tes zones et ta capacité. Donc, en fait, si tu deviens plus fort, enfin, tu es plus endurant, même sur des longues distances assez lentes, et ben, ça va t'améliorer dans ta capacité à récupérer de l'oxygène, etc. et à être capable à enchaîner des efforts intenses, etc. Donc, ne néglige pas ça non plus, mais ne néglige surtout pas comment ça s'appelle, pardon, l'endurance beaucoup plus intermittente et beaucoup plus intense qui quand même se rapproche pas mal d'un match de hand où on fait pas mal d'actions assez intenses. Donc voilà les 5 points que je voulais aborder avec toi. Ce que tu dois retenir encore une fois, c'est qu'il n'y a pas que les muscles qui comptent. Il ne faut pas juste se dire « Ok, je vais me renforcer musculairement pour être plus fort en défense ». Alors oui, ça va être vrai dans le sens où tu vas te sentir un petit peu plus en confiance parce que forcément, plus on est musclé, plus on se sent en confiance. Plus de muscles est égal forcément plus de force. Donc plus tu as de force, plus tu es capable de neutraliser les gars, etc. Mais il ne faut pas oublier, tu vois, tous les petits à côté, comme on a dit. Tu vois, les petits muscles négligés qui te permettent d'être plus stable, qui te permettent de mieux résister au contact, de moins te blesser, etc. Il ne faut absolument pas les oublier, sinon, encore une fois, tu vas galérer en défense. Il ne faut pas oublier tout ce qui va être aussi un peu différent. Par exemple, tu vois, l'excentrique, on n'en a pas parlé, mais ça pourrait être cool aussi. Parce que quand on fait de la muscu traditionnelle, on fait beaucoup de concentrique. C'est-à-dire qu'on se concentre beaucoup sur la poussée, etc., sur le pump et tout. Mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est, tu vois, toutes ces phases de décélération où on apprend à décélérer pour justement retenir un gars qui vient. La phase isométrique où on retient le gars, et on ne veut pas qu'il s'échappe. Enfin bref, toutes ces choses qu'il ne faut pas, encore une fois, oublier, mais que beaucoup ne font pas. On a aussi, encore une fois, l'entraînement proprioceptif, comme je te l'ai dit, pour être capable de bien se placer et d'arrêter, tu vois, de toujours, quand tu vas attraper le bras du gars, tu loupes toujours le gars du bras ou des choses comme ça. On n'oublie pas non plus l'explosivité. Faire du muscle, c'est bien. Être fort, c'est bien. Mais il faut aussi être capable de le déployer rapidement pour ne pas se sentir dépassé sur chaque duel. Et enfin, il faut être capable de tenir tout un match. Donc, si tu n'as pas d'endurance de force, que tu n'es pas capable de tenir tout le match, ça ne servira pas à grand-chose. Parce que pour moi, les équipes qui sont les plus fortes, les joueurs qui sont les plus forts, c'est les joueurs qui sont capables de tenir tout un match à un très haut niveau physique. C'est-à-dire qu'une équipe qui va craquer physiquement en deuxième mi-temps, généralement, c'est l'équipe qui va avoir tendance à perdre le match. Donc, si tu es capable de tenir un très haut niveau de force tout le long du match, je peux t'assurer que ça fera énormément de différence pour toi. Donc, voilà tous les points que je voulais aborder aujourd'hui pour devenir meilleur en défense. On pourrait en aborder encore d'autres. On pourrait même aborder justement le fait de faire du renforcement musculaire pour la défense et ça sera très certainement dans une autre vidéo. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à liker et à encourager pour que justement j'aborde encore d'autres sujets comme ça et que je puisse t'aider à devenir un bien meilleur handballeur. Et n'oublie pas que si tu veux connaître les 5 secrets pour atteindre ton meilleur niveau au hand, tu as le lien directement en bas dans la description. C'est le premier, c'est gratuit et ça te permet de comprendre qu'est-ce que tu dois mettre en place pour aujourd'hui vraiment progresser au niveau du hand. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao les handballeurs.